Donc, j'ai commencé par me présenter. Moi, je m'appelle Jade et je suis un étudiant en troisième année à l'école polytechnique. Je suis en train de faire une école d'ingénieur et j'espère aujourd'hui vous prouver que c'est une bonne idée. Euh, ah, on m'entend moins bien parfois. Yes. Non, et ça. Normalement, là, vous m'entendez mieux. Euh, la présentation aujourd'hui s'articulera en deux parties. D'abord, je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, la formation en école d'ingénieur est une formation assez cool et qui peut convenir à plusieurs types de personnes. Et j'espère, si j'ai réussi à vous montrer que je vais aussi essayer de vous montrer comment donc on peut faire pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, je vais commencer par présenter d'abord mon parcours. Moi, je suis libanais. J'ai fait toute ma scolarité au Liban dans un lycée français. Et en terminale, j'ai eu la chance d'être choisi parmi 100 élèves à qui le gouvernement français avait décidé de donner une bourse. Donc, j'avais 17 ans à l'époque. C'est vrai que ça faisait un peu peur d'aller dans un pays étranger pour faire des études, mais j'ai décidé de me lancer. Et donc, je suis passé par APB. Alors, maintenant, ça s'appelle Parcoursup. À l'époque, ça s'appelait APB. Je savais que j'aimais faire des maths et de la physique. Et donc, mes profs m'ont dit que la voie pour les gens qui aiment faire les maths et la physique en France, c'était la prépa. Donc, j'ai fait une prépa, MPSI, MP étoile, parce que j'ai demandé des prépas, et j'ai été accepté au lycée de Legrand. Et j'ai fait 2 ans, MPSI, MP étoile. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va en parler dans la deuxième partie. C'est donc les 2 ans qui préparent l'entrée en école d'ingénieur. Ensuite, j'ai passé des concours et en 2018, j'ai intégré l'école polytechnique, donc la promotion 2018. Et aujourd'hui, je suis en troisième année, je suis ici. Euh, alors, donc aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur, mais qu'est-ce que c'est exactement une école d'ingénieur? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Bah justement, c'est pas très très clair, c'est pas très bien défini. Et en fait, c'est mieux comme ça, parce qu'un ingénieur, c'est un terme très général. Finalement, c'est vrai que dans la société aujourd'hui, quand on parle d'ingénieur, souvent les gens ils ont une idée de l'ingénieur avec un casque jaune qui tient des plans sur un chantier, ou bien de l'ingénieur informaticien derrière son ordi. Effectivement, c'est deux possibilités, mais un ingénieur, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Déjà, on peut travailler dans des domaines beaucoup plus variés, le biomédical, le spatial, l'automobile, etc. Et on peut aussi faire des métiers qui ne sont pas traditionnellement associés dans la pensée des gens au mot ingénieur. Par exemple, beaucoup de mes camarades veulent travailler dans les banques, dans les assurances, dans le conseil, dans l'administration publique. Donc c'est vraiment un, un, un mot qui est utilisé pour qualifier beaucoup, beaucoup de métiers. Et donc en fait, plus qu'un métier, un ingénieur, c'est un type de formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la présentation s'articule sur l'école d'ingénieur, pour essayer de vous montrer quel type de formation proposent les écoles d'ingénieurs. Donc, alors, voilà. Donc, euh, justement, la formation en école d'ingénieur est faite en 3 ans. Euh, je vais parler des grandes écoles d'ingénieurs qui sont donc pas accessibles après bac, mais qui sont accessibles après prépa. Donc souvent, c'est une formation qui se déroule donc en 3 ans.
Euh, je vais plus précisément parler de la formation à l'école polytechnique parce que finalement c'est celle que je connais. Je ferai parfois des références aux formations dans les autres écoles, mais comme exemple, disons qu'on va prendre en filigrane dans la présentation, ce sera l'exemple de l'école polytechnique. Donc, ce qui caractérise cette formation, c'est d'abord un grand côté scientifique, un bagage scientifique solide. Les ingénieurs français sont connus pour leur maîtrise, pour leur grande maîtrise de la théorie. Donc là, je vous présente par exemple la formation à l'école polytechnique et on va voir comment cette formation donne cette grande maîtrise de la théorie. Alors, l'école polytechnique, c'est une école un peu spéciale. C'est d'abord une école militaire. Ça fait que la formation en école d'ingénieur ne dure pas 3 ans, mais 4. Pourquoi? Parce que au début, après sortie de la prépa, on fait 1 mois de formation militaire initiale qui se déroule dans le camp militaire de la Courtine. Ensuite, les élèves enchaînent sur un stage qui dure 6 mois. Alors, c'est un stage de formation humaine et militaire, donc il peut se faire dans les armées ou il peut se faire dans un organisme civil. Donc, c'est un stage complètement déconnecté de la formation où les élèves, justement, essayent de se rendre utiles à la société dans les armées ou dans les organismes civils. Et c'est ensuite que commence la formation, disons, plus académique de Polytechnique. Donc, il reste que 3 mois de la première année qui sont le tronc commun, donc les cours que tout le monde prend à l'école. Donc, ça fait que les formations sont un peu décalées, que la formation prend 4 ans au lieu de 3. Mais il y a quand même cette spécificité militaire et on en parlera dans les questions-réponses si vous voulez. Effectivement, c'est quelque chose qui marque l'école polytechnique. Donc ensuite, après le tronc commun, on enchaîne sur une deuxième année qui comporte un enseignement général. Donc, vous choisissez beaucoup de départements et vous suivez des enseignements dans tous ces départements, donc beaucoup de matières. Ensuite, vous allez plus vers de l'approfondissement dans un domaine que vous voulez. Par exemple, pour moi, c'était la mécanique. Et ensuite, vous enchaînez sur une 4e année qui se fait généralement qui se fait dans une autre école, que ce soit en France ou à l'étranger, pour vraiment vous spécialiser de manière plus précise. Donc pour moi, par exemple, moi je suis là en 3e année. Et pour moi ici, ce sera l'École nationale des ponts et chaussées parce que je compte me spécialiser en génie mécanique. Donc voilà la formation. Et donc ce que je vous disais, c'est que la formation scientifique est quand même marquée par l'excellence. Par exemple, à l'école polytechnique, parmi nos professeurs, vous avez des prix Nobel comme Gérard Moreau, qui est donc professeur de physique à l'école polytechnique, prix Nobel en physique. Vous avez des grands chercheurs qui sont des références mondiales, comme Alain Aspect, qui est professeur d'optique non linéaire, ou bien Philippe Granger, qui est professeur de mécanique quantique. Donc, tous ces noms-là sont vraiment des références au niveau de la France et au niveau du monde en termes d'enseignement. Et donc, la manière dont l'enseignement est organisé fait que vous êtes proche de ces gens-là, que vous pouvez discuter avec eux. C'est une chance énorme que vous fournissent les écoles d'ingénieurs en vous donnant cette formation d'excellence. La manière dont les cours sont organisés est similaire aux cours, disons, à la fac, c'est-à-dire qu'on est en mode amphi plus TD. Donc, vous avez un amphithéâtre qui vous présente le cours. Et puis, vous avez des travaux dirigés qu'on appelle les petites classes à Polytechnique et où vous êtes en plus petits groupes et où vous résolvez des exercices avec votre chargé de TD. Alors, donc, j'espère que j'espère que la formation scientifique vous a bien attiré, mais c'est vrai que si on parle que de ça, ça peut être un peu ennuyeux. Disons que la formation en école d'ingénieur est parsemée de petites choses non académiques qui font que la formation en fait ne paraît pas si longue finalement. Par exemple, on voit que dans
dans ce cursus et dans le cursus de beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de stages. Donc, vous voyez que ce soit le stage initial, donc de formation humaine ou militaire, qui dure 6 mois, que ce soit le stage en entreprise ou le stage de recherche. Donc moi, par exemple, entre ma première et ma deuxième année, l'école polytechnique m'a envoyé à l'université de Stanford où j'ai pu faire de l'analyse numérique. Ensuite, entre ma deuxième et troisième année, pour mon stage en entreprise, j'étais ingénieur travaux sur la ligne 15, donc la future ligne 15 du Grand Paris Express. C'est une photo que j'ai prise sur le chantier. Et pour mon stage de recherche, qui commencera en mars, je serai à la direction de recherche de PSA, donc c'est Peugeot Citroën, et je travaillerai sur la modélisation numérique des petites jonctions qui existent entre les différentes parties. Donc voilà, la formation dans toutes les écoles d'ingénieurs, parce que c'est un critère national pour les ingénieurs de faire des stages, et plus particulièrement à l'école polytechnique, contient beaucoup de stages et de moments où finalement qui allègent un peu la formation et qui peuvent être un grand ajout pour votre CV. Alors, c'est aussi un très bon moyen de trouver de se créer un réseau. Parce qu'en fait, moi, je vais prendre des exemples personnels. Ces stages, comment je les ai trouvés? Je les ai trouvés essentiellement en contactant des anciens polytechniciens qui travaillent aujourd'hui dans ces différentes entreprises. Donc finalement, c'est l'importance de l'école vient aussi de l'importance du réseau d'anciens, donc d'alumni qui travaillent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui dans la vie active et qui généralement tiennent beaucoup à leur école et sont très contents de voir leurs jeunes successeurs décrocher des stages ou des emplois chez eux. Ce qui m'amène donc à mon quatrième point, la sécurité de l'emploi. La formation d'ingénieur est une formation qui est particulièrement demandée en France. Enfin, la France manque aujourd'hui d'ingénieurs, ce qui se reflète par exemple sur des taux de chômage très bas et sur le fait que 96% sont des ingénieurs, des jeunes diplômés, sont embauchés moins de 6 mois après leur diplôme. Donc finalement, c'est une formation où il n'y a pas trop de chômage et vous voyez que les jobs que ces ingénieurs trouvent, c'est quand même des bons emplois. Donc vous voyez que le 3/4 sont en CDI sous statut de cadre. Là, bon, vous avez des exemples de la rémunération, mais bon, ça dépend beaucoup du secteur et de l'école. Et donc, pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que vraiment le métier d'ingénieur, c'est un métier très, très général. Là, je vous montre les débouchés. Donc, le premier emploi des ingénieurs de l'école polytechnique diplômés, parce que les nombres que je vous avais montrés précédents, c'est pour tous les ingénieurs en France, hein, c'est pas uniquement pour les polytechniciens. Ces nombres-là, c'est les nombres de l'école polytechnique. Vous voyez ce que les ingénieurs ont fait pour leur premier emploi. Alors, je ne sais pas qui a fait ce graphe, c'est pas moi, mais vous voyez bien que 53%, ça fait plus de la moitié du cercle. C'est un peu pas très normal, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que plus de la moitié, quand même, travaille en entreprise. Donc, effectivement, il y en a 67% dans l'industrie. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être effectivement du génie civil ou du génie informatique, mais ça peut être d'autres choses, du génie biomédical, du transport, etc. Vous avez pas mal de gens qui travaillent dans le conseil ou dans les banques et assurances. Donc, c'est parce que le métier d'ingénieur financier, finalement, d'ingénieur en finance existe. Et puis, vous avez quand même une grande proportion, et ça c'est peut-être une spécificité de l'école polytechnique, qui s'oriente vers la recherche, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de demandes de chercheurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent faire de la recherche. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près le quart qui fait un doctorat. Donc là, un doctorat, c'est une thèse académique, hein, donc ça ne compte pas les thèses en entreprise qui seront comptées ici. C'est vraiment des gens qui veulent s'orienter dans la recherche. Et puis le reste, ils travaillent par exemple dans les corps de l'État. Donc ça, c'est les gens qui vont travailler dans la fonction publique,
en tant qu'administrateur. Donc ça, c'est une autre possibilité quand on est ingénieur. Et puis, il y a aussi d'autres métiers. Vous avez des gens qui vont créer leur start-up et vous avez d'autres types de métiers. Alors, avant de commencer à vous présenter la vie sur le campus, c'est peut-être la partie un peu plus fun de cet exposé, je pense que je vais m'arrêter un tout petit peu et voir si vous avez déjà des questions à me poser. C'est un peu lent à démarrer. N'hésitez pas à demander la parole ou à poser vos questions dans le chat en faisant attention à l'adresser à tous les panélistes et les attendants de la réunion. Vous pouvez poser sur Q&R, pas sur discussion, je pense. Ok, alors posez sur QR. Bon, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer à les poser, on répondra plus tard. Ouais, vas-y Aurélien. Alors, je vais te donner la parole. Ouais. Ah, merci. Je me demandais comment vous avez géré. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé ou intensément pour arriver à une prépa comme Louis le Grand et ensuite pouvoir accéder en prépa maths physique étoile? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé? Enfin, est-ce que ça a été intense? On va en parler dans la deuxième partie. On va continuer à parler d'école d'ingénieur. Je note ta question. Effectivement, c'est une question intéressante. Et quasiment la moitié de l'exposé sera sur ça. Donc avant ça, vite, juste avant, donc la vie associative en école d'ingé. Ouais. Il y avait une autre question de la part d'Antonin. Il demandait si le passage à l'étranger était obligatoire. Oui, alors le passage à l'étranger est un critère du comité des titres d'ingénieur. Donc, dans toutes les écoles d'ingénieurs en France, pour avoir le titre d'ingénieur, il faut faire un minimum. Alors, le minimum national, il me semble que c'est 6 semaines à l'étranger. Pour l'école polytechnique, c'est 12 semaines à l'étranger. Donc, il faut passer au moins 12 semaines à l'étranger, soit en faisant des stages, soit en faisant des semestres d'échange. Voilà, c'est essentiellement les deux possibilités. Il se trouve que pour le Covid, cette demande avait été annulée pour les ingénieurs de cette année. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'obligatoire. Je pense que ça mériterait précision de savoir si c'est par rapport à ton parcours, Jade. Par rapport à mon parcours, c'est-à-dire comme tu as fait un lycée international, est-ce que c'est le passage à l'étranger pour arriver à l'X ou est-ce que sa question non, évidemment. Là, tout ce que je vous parle s'applique à des Français. Hein. Je sais que la grande partie du public est française. Et donc là, tout ce que je vous parle s'adresse à des Français. Et pour les internationaux, c'est essentiellement la même chose si vous voulez faire des prépas en France. Et là, je m'adresse a priori à un public qui fait son lycée en France ou qui est français. Et là, le passage international n'est pas requis. Mais en école d'ingénieur, le passage à l'international est requis. Ça, c'est bon. Le minimum varie selon les écoles. Il est pas en dessous de 6 semaines et de 12 semaines à l'école polytechnique. Mais bon, c'est quelque chose dans lequel vos écoles vont bien vous aider. Oui, c'est concernant le cycle ingénieur. Hein. Tout ce que je parle concerne le cycle ingénieur de l'école polytechnique. Je ne connais pas trop les autres formations. Voilà, donc excusez-moi encore. Sinon, spectateur anonyme vous demande si avez-vous réussi véritablement de développer vos compétences linguistiques lors de votre stage à l'étranger? Ouais, alors il se trouve que moi je parlais assez bien anglais. Enfin, je pensais parler assez bien anglais, mais je trouve que quand même passer près de 3 mois aux États-Unis, en Californie, ça a quand même bien boosté mon anglais parce que bon, on est obligé de parler anglais tout le temps. Et mis à part ça, vous verrez que quand vous êtes en entreprise, vous serez obligé de parler anglais à plusieurs reprises. C'est même mes stages en France, donc par exemple mon stage à Vinci Construction, sur un tunnelier, hein, sur le tunnelier de la ligne 15. Finalement, on avait beaucoup de partenaires allemands et anglais, donc des ingénieurs avec qui il fallait parler en anglais. Donc, on avait beaucoup de réunions en anglais et l'importance de l'anglais
est assez reconnu en école d'ingénieur. Vous aurez des cours d'anglais qui sont aussi de bonne qualité. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de l'enseignement non scientifique, mais en école d'ingénieur, il y a aussi une grande partie de l'enseignement non scientifique qui est délivré, donc que ce soit enseignement en management, en économie, ou bien l'enseignement lié aux langues et aux humanités et aux sciences sociales. Merci Jade pour ta réponse. On a une question qui nous vient de Wafa et qui demande: sommes-nous obligés de faire de la physique et des maths au lycée pour rentrer dans une école d'ingénieur? Ouais, alors je vais peut-être commencer à enchaîner pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions. La réponse courte est oui. Enfin, ça dépend. Sauf si tu veux devenir ingénieur agronome ou quelque chose comme ça. Dans quel cas, il faudra probablement faire des maths et de la bio. Mais essentiellement, pour intégrer une prépa, oui, il faut quand même faire des maths et de la physique. Donc là, je vais essayer de vous vendre une formation en école d'ingénieur. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est une formation assez scientifique. Donc, si vous ne comptez pas faire des études scientifiques, la formation est probablement pas faite pour vous. Même si je dis qu'elle est très diverse et contient beaucoup de choses, quand même, l'essentiel de la formation est scientifique. Et pour y accéder, on passe par 2 ans de prépa, qui, comme on veut le voir par ailleurs, se base essentiellement sur beaucoup de maths et de physique. Donc, il faut aimer ces 2 matières-là. Et voilà. Très bien, merci. Je pense On peut continuer les autres questions. Je pense que je vais continuer un peu et on répondra aux autres questions un peu après. Alors oui, donc je disais, la vie en école d'ingénieur, c'est quelque chose qui est très important, tant plus qu'elle est développée dans la plupart des écoles d'ingénieurs, parce qu'elle fait partie intégrante de la formation. Pourquoi? Parce que en école d'ingénieur, on n'apprend pas que des sciences, on apprend aussi à gérer des petits projets. Et finalement, c'est l'expérience que nous donne la vie associative. Alors, à l'école polytechnique plus particulièrement, c'est assez particulier. On a, comme c'est une école militaire, on a 6 heures de sport obligatoire par semaine, et on peut en faire plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez cool. On a beaucoup d'associations. On a plus de 200 clubs. Les clubs à l'école polytechnique, on appelle ça des binets. Alors, ils ont des portées très variées. Il y a des clubs qui organisent une comédie musicale, club théâtre. Il y a des clubs qui font de la bouffe. Il y a des clubs qui font, je sais pas moi, du débat. Moi, je suis dans le club d'apiculture. Je suis aussi dans le club de menuiserie. C'est des choses que j'ai appris à faire à l'IX. Et donc vraiment, il y a une grande diversité des clubs qui sont très actifs. Et quelque chose qui existe aussi dans beaucoup d'écoles, c'est l'esprit de promo. Parce que en fait, dans les écoles d'ingénieurs, la spécificité des écoles d'ingénieurs, c'est qu'ils ont une petite taille de promotion. Ce n'est pas comme les universités où vous avez des milliers de milliers d'étudiants. Généralement, les promotions sont petites. Et du coup, il y a quand même un esprit de promotion qui se crée. D'autant plus que beaucoup de gens vivent sur le campus. Alors, à l'école polytechnique, c'est encore plus particulier parce qu'on est obligé de vivre sur le campus. Et on vit en section sportive, alors comme toutes les écoles militaires pour ceux qui connaissent. Donc, on vit en section sportive. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique de vivre avec une trentaine de personnes, des chambres individuelles. Hein. Vous voyez, là, c'est ma chambre. Et on partage avec eux un couloir et une cuisine commune. Et cette cuisine, finalement, c'est un bon moment, un bon endroit pour la convivialité. Et ça fait qu'on a, disons, une trentaine d'interlocuteurs privilégiés pour éviter de nous perdre dans une grande promotion où finalement, comme chacun choisit ses cours, il n'y a plus vraiment de classe. Une classe d'une trentaine de personnes avec qui vous êtes potes, bah là, c'est un peu remplacé par la section sportive. Je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre beaucoup d'activités qu'on fait à l'IX. Elle dure 4 minutes. Présentez. 1.
Bon, voilà. Bon, j'espère que la connexion n'était pas trop mauvaise. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on fait vraiment beaucoup de choses. Alors, par exemple, les feux d'artifice, qui sont tous les feux d'artifice. Je ne sais pas si vous m'entendez là, de nouveau. Oui, on vous entend bien. Ouais. Oui, on vous Très entend. bien. Donc, tous les feux d'artifice qui ont été tirés sont faits à l'école polytechnique. Depuis à peu près 10 ans, tous les feux d'artifice qu'on tire sont faits dans un club qui s'appelle Artifix. La vidéo a été faite par l'association de vidéos de l'école. Donc, vraiment, on a un grand nombre d'associations qui couvrent un large panel d'activités. Et puis, voilà, avec quand même cette petite spécificité militaire. Donc, on va peut-être prendre encore des questions si vous en avez sur l'école ou la vie associative à l'école, ou bien la militarité à l'école. Et puis, on passera ensuite à justement comment faire pour intégrer une école d'ingénieur, ou plus précisément l'école polytechnique. Oui, on a quelques questions qui datent de tout à l'heure. Ce ne sera pas vraiment Ouais. dans le... Ouais, pas de souci. Il y a une question de la part de Lucas. Il demande, avez-vous toujours réussi durant vos années scolaires? Et une autre question de la part de Mélissa qui demande comment s'est passé votre concours d'entrée. On va réserver ces questions peut-être à la partie prépa. D'accord. Est-ce qu'on a vraiment le temps de nous investir autant dans les associations? Oui, on a le temps. Pourquoi? Parce que, on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à la prépa, où effectivement on a beaucoup de travail, on a très peu de temps libre, en école d'ingénieur, on a quand même un peu de temps libre à nous, et on a beaucoup de temps pour s'investir dans les associations qui sont très valorisées par les écoles parce qu'elles sont considérées comme faisant partie intégrante de la formation. C'est-à-dire que on s'attend dans toutes les écoles presque, il y a des associations comme ça, et on s'attend à ce qu'on s'investisse, enfin, l'école s'attend à ce qu'on s'investisse quand même un minimum dans ces associations-là parce que finalement ça permet de nous apprendre à gérer des petits projets comme ça. Alors, hormis vos différentes formations, réalisez-vous des projets particuliers au sein de l'école? Des projets particuliers, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je vais prendre un exemple, par exemple, de club qui réalise un projet particulier. Je parlais d'Astronautics, donc le binet qui est lié à tout ce qui est spatial, donc qui s'appelle aussi le Centre spatial étudiant de l'école polytechnique. C'est un des plus grands centres spatiaux d'Europe. Il a un budget d'1 million d'euros qui est donné par les entreprises et par l'État. Et ce qu'il a fait il y a 3 ans, c'est qu'il a lancé un satellite en basse orbite. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez conséquentes, des projets étudiants qui sont d'une grande envergure. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, ça fait partie de la formation. Êtes-vous censé travailler pour l'État après la formation? Alors, oui et non. Effectivement, quand vous êtes français et que vous rentrez à l'école polytechnique, vous devez des années à l'État, à peu près 10 ans à l'État, enfin 10 ans, ça s'appelle la pantoufle. Mais comme vous l'avez vu, comme je vous ai montré, il y a plus de 50% des gens qui ne travaillent pas pour l'État, qui travaillent dans les entreprises. Alors, comment ça se fait? C'est que ces entreprises les achètent à l'État en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils payent de l'argent à l'État pour leur dire, bah, c'est pas grave, ils travaillent en entreprise. Et généralement, si vous voulez travailler en entreprise, il n'y aura aucun problème à cela. Donc, en théorie, oui, vous êtes supposé travailler pour l'État après l'école polytechnique. En pratique, pas vraiment. Et pour les autres écoles d'ingénieurs, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas supposé travailler pour l'État après. Est-ce qu'on s'apprend à se servir d'armes en service militaire à l'X? Oui, alors ça va dépendre de votre stage. Pendant la formation militaire initiale, il y a des séances de tir, on appelle le tueur, si je me souviens bien. Et ensuite, si vous faites un stage militaire, vous allez beaucoup tirer. Alors, justement, j'enchaîne sur la question d'après. Le côté militaire est-il vraiment omniprésent? Alors non, justement. Donc la vidéo peut-être fausse un peu les choses. Donc, vous avez une partie au début qui est la formation militaire initiale, qui dure qu'1 mois. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Vous faites un stage militaire et vous faites ça pendant 6 mois. Si vous n'aimez pas trop, vous faites un stage civil.
Et quand vous revenez en école, donc pendant votre deuxième et troisième année, finalement, le côté militaire est plutôt effacé. Il se manifeste essentiellement par des cérémonies. Vous avez pu en voir quelques-unes dans les vidéos, par le défilé du 14 juillet, mais il est quand même assez effacé. Donc, la manière dont je répondrai à cette question, c'est pour l'école polytechnique, en ce qui concerne l'école polytechnique, si vous êtes attiré par le côté militaire, alors c'est un endroit où vous pourrez en faire tout au long de votre scolarité. Et si finalement le côté militaire, vous appréciez pas trop, bah, ça doit pas être un frein à ce que vous ne veniez pas à l'école polytechnique. Voilà. La prépa doit-elle obligatoirement à Bulle-Grand? Non, comme on va le voir, il y a beaucoup de prépa, enfin, ça peut être n'importe où la prépa, hein. Il y a énormément de prépa en France, donc non, ça ne doit pas être forcément à Bulle-Grand. Par rapport au club, y a-t-il des obligations à rejoindre ou des limites? Non, il n'y a pas d'obligations à rejoindre, évidemment. Est-ce qu'il y a des limites? Oui, il y a certains clubs qui ont des limites. Enfin, la plupart des clubs ont des limites. Normalement, vous postulez à un club et puis les anciens vous choisissent. Mais bon, finalement, il y en a tellement que chacun aura au moins des clubs où il pourra s'investir. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Les élèves internationaux. J'en ai vu une sur les élèves internationaux. C'est pas mal. Elle est où? Sont-ils concernés par le côté militaire? Alors, je t'avoue que pour votre année, je ne sais pas comment ça va se passer. À mon époque, oui. À mon époque, on faisait la formation militaire initiale comme les Français. On ne faisait pas le stage militaire. On faisait un stage civil. Pour vous, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est vrai que c'est en train de changer. Mais a priori, ce qui n'a pas changé, c'est essentiellement, vous avez l'uniforme, vous faites toutes les cérémonies. En fait, votre deuxième et votre troisième année, du point de vue militaire, se passe exactement comme les Français. C'est-à-dire très peu à part le cérémonial, par le cérémonial. Et en ce qui concerne la première année, oui, de mon temps, on faisait la formation militaire initiale. Alors justement, on va peut-être enchaîner sur comment on peut intégrer Polytechnique, puis on laissera un peu de temps, je resterai à la fin pour les questions auxquelles je peux répondre. Alors, comment on peut intégrer Polytechnique? Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez le faire par la fac, par le concours, essentiellement deux moyens pour les Français. Le concours universitaire, donc vous faites une licence et puis vous intégrez l'école Polytechnique. Alors ça, il y a peu de place par rapport à la prépa. Et moi-même, je n'ai pas suivi cette formation. Moi, je vais plus vous parler de la prépa, parce que c'est la formation que j'ai suivie. Et ça reste quand même la filière qui a le plus grand nombre de places à l'école Polytechnique. Si vous avez des questions sur la fac, je pourrais répondre tout à la fin. Donc moi, pour intégrer l'école polytechnique, j'ai fait une prépa. Alors, c'est quoi la prépa? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 années. Donc officiellement, la prépa s'appelle les classes préparatoires en grandes écoles. Donc c'est des prépas scientifiques dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'il y a des prépas aussi économiques et littéraires. Ces classes préparatoires sont divisées en 2 parties. La première année qu'on appelle Maths Sup et la deuxième année qu'on appelle Maths Spé. Donc effectivement, il y a plusieurs filières. Alors moi, je vais essentiellement vous parler des 2 premières branches, donc MPSI, PCSI et à quoi elles aboutissent, parce que les filières PT, PC, PST, finalement, il y a moins d'élèves qui y vont et je m'y connais moins. C'est les gens qui veulent faire des prépas gros veto, par exemple pour les PC, PST, et les PT, c'est quand même une prépa où il y a moins de monde. Alors, j'avais vu une question sur le chat, sur les questions-réponses sur la prépa MPI. C'est vrai que c'est une nouveauté, donc je ne pourrais pas trop en parler vu que je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais qu'il y a une nouvelle filière de prépa qui s'appelle MPI, qui doit être assez proche de MPSI, mais avec plus d'infos. À voir. Mais en tout cas, les 2 filières les plus classiques qui ont le plus de place dans la majorité des écoles d'ingénieurs, c'est MPSI et PCSI. Donc vous, si vous êtes au lycée, le choix que vous allez devoir faire, ce sera, disons, entre MPSI, PCSI, ou enfin voilà, vous allez faire votre choix de première année. Et donc, moi, je vais parler de ces 2 choix. Alors moi, j'avais fait un bac S. Donc effectivement, il y avait une question tout à l'heure que j'avais notée par rapport à quel bac doit-on faire, parce que vous, je sais qu'il n'y a plus de bac S. Alors pour faire une MPSI, PCSI, c'est très simple, il faut faire maths physique. Avec expertise en mathématiques, choses comme ça, c'est ce qu'on dit. Mais ouais, il faut faire maths physique, hein, je vous le dis clairement. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent autrement, mais moi, je suis colleur en classe préparatoire, je parle avec des profs de la classe préparatoire. Les classes préparatoires vont essentiellement recruter
des gens qui ont suivi maths physique. Donc, en première, vous pouvez suivre bio ou SI, ça, c'est peu importe, mais en terminale, il faut quand même garder maths physique parce que les classes prépa, finalement, n'ont pas changé par la réforme. Le bac a peut-être changé, mais pas les classes prépa. Alors pour BCPST, ça se discute, hein, donc ça, c'est prépa bio, etc. Mais pour MPSI, PCSI, c'est clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire MPSI, PCSI? Ça veut dire maths, physique, sciences de l'ingénieur ou physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en PCSI, il n'y a pas de maths? Pas du tout. En fait, il y a beaucoup de maths dans les deux filières. Il y a beaucoup de physique dans les deux filières. En fait, les deux filières, finalement, sont pas très différentes, hein. Il y a beaucoup de similarités. La classe s'appelle quand même Maths Sup. Donc, il y aura beaucoup de maths, beaucoup de physique. Alors, quelle est la différence entre les deux classes? C'est qu'en MPSI, il y aura des maths un peu plus abstraites. Et en PCSI, il y aura plus de chimie organique notamment. Alors, en MPSI, il y a moins de chimie, parce qu'il y a de la chimie quand même en MPSI, mais bon. Donc, la PCSI, en résumé, c'est pour ceux qui aiment la chimie, et la MPSI, c'est pour ceux qui aiment les maths un peu plus abstraites. Et dans les deux cas, il y a beaucoup de maths et beaucoup de physique. L'aboutissement habituel, disons, de la MPSI, c'est une MP. De la PCSI, c'est une PC. Et pour les gens qui étaient en PCSI et qui finalement n'en peuvent plus de la chimie, ils peuvent en prendre un peu moins en allant en psy. Et pour les gens qui étaient en MPSI et qui n'en peuvent plus des maths trop abstraites, ils peuvent aller en psy aussi. C'est une filière un peu intermédiaire de deuxième année. Alors, quelle est l'histoire de cette étoile qui se rajoute? Alors, ça dépend des prépas, mais dans certaines prépas, donc les prépas que je rappelle sont des lycées, il y a deux types de classes. Par exemple, à Louis-Grand, il y avait en deuxième année, si on était en MPSI en première année, on pouvait aller soit en MP, soit en MP étoile. Donc, disons que les meilleurs, ou ceux qui avaient mieux réussi, allaient en MP étoile, et ceux qui avaient un peu moins bien réussi, allaient en MP. Parce que les MP étoiles, finalement, c'était la classe qui allait préparer les concours les plus durs, et la MP allait préparer des concours un peu moins durs. C'est pareil pour les autres filières. Alors, qu'est-ce que ça change? Sur le programme officiel, c'est le même. Donc, c'est juste des appellations. Et finalement, une MP d'un lycée qui est assez fort peut bien valoir une MP étoile d'un lycée qui est un peu moins fort. Donc, finalement, c'est vraiment quelque chose de très, très relatif. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, après la deuxième année, on passe au concours. Donc, voilà la formation rapidement. Alors, comment se déroule la vie en MPSI? Alors, j'anticipe vos questions, je ne les ai pas encore lues, mais ou en PCSI. Donc, moi, j'ai fait une MPSI, MP étoile, puis j'ai passé les concours. Essentiellement, vous aurez cours avec une classe. Donc, la majorité des classes préparatoires sont publiques, hein. Ça, j'insiste sur le fait que la majorité des classes préparatoires, et il y en a parmi qui sont très très bonnes, comme Louis-le-Grand, Henri IV ou Saint-Louis, ou le Parc à Lyon, qui sont de très très bonnes classes prépa, qui sont publiques. Donc, ça ne coûte quasiment rien, bien pour les boursiers, de l'ordre de 200 € par an pour les non-boursiers. Et donc, comment se passe la formation? C'est un peu comme au lycée, dans le sens où vous allez dans une classe, vous avez un professeur de maths, vous avez des cours de maths, des cours de physique, et vous passez essentiellement à peu près, je sais pas, 7 à 8 heures par jour vous avez 7 à 8 heures par jour de cours. Donc, vous avez beaucoup de cours de maths, beaucoup de cours de physique, de l'ordre de, je sais pas, 13 heures de maths par semaine ou quelque chose comme ça. Et ça doit être 7 heures de physique en comptant les TP, physique-chimie, hein, évidemment. Et vous avez aussi d'autres cours. Alors, vous avez un peu de français, donc 2 heures par semaine. Vous avez un peu d'anglais, de LV1, vous avez 2 heures par semaine. Quoi d'autre? C'est essentiellement tout. Et bien sûr, des sciences de l'ingénieur et de l'informatique, de l'ordre de 3 heures par semaine. Donc, voilà, c'est l'essentiel de votre temps de travail. Vous le passez à faire des maths et de la physique. Et puis, généralement, vous avez 4 heures de DS, donc de devoirs surveillés par semaine. Alors, dans la plupart des prépas, c'est samedi, mais il y a certaines prépas où ils le font en semaine et samedi, vous avez cours. Mais dans tous les cas, samedi, vous aurez 4 à 8 heures de cours, hein, ça dépend des prépas.
Et vous avez aussi 2 heures de colle par semaine. Alors, c'est quoi les colles? C'est des interrogations orales. C'est des exos. Vous allez au tableau, vous faites un exo, vous avez par groupe de 3, et vous faites un exo dans une petite salle devant un prof qui va vous donner une note. Mais c'est pas pour vous pénaliser, c'est juste pour s'assurer que vous travaillez régulièrement. Voilà. Là, je vous ai présenté un peu rapidement la formation, et donc dit comme ça fait un peu peur. Dit comme ça, effectivement, ça fait un peu peur. Avant de répondre à vos questions, je vais quand même faire quelques précisions, peut-être que ça va répondre à quelques-unes des questions. C'est qu'on entend beaucoup de choses qui sont dites sur la prépa, sur l'ambiance horrible ou les choses comme ça. Alors moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle et celle de beaucoup de mes amis. J'étais quand même dans une prépa assez réputée, donc assez réputée pour être difficile. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait un grand esprit de solidarité entre les élèves. C'est vrai qu'une des rumeurs que j'entendais le plus, il y avait vraiment beaucoup de compétition malsaine entre les élèves, et ça, moi, je l'ai pas senti du tout. À l'opposé, il y avait vraiment beaucoup de coopération entre les gens pour faire les DM. Si on n'avait pas compris quelque chose, quelqu'un nous l'expliquait, on expliquait des choses aux gens. Enfin, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'interactions entre les élèves, et finalement, il y avait beaucoup de convivialité au sein d'une même classe. Il y avait un esprit de classe aussi qui était très fort. Ça veut dire que moi, j'étais en MPSI 4, et nos ennemis jurés, c'était les MPSI 1. Donc, on devait à tous les coups avoir de meilleurs résultats qu'eux. On devait voler leur mascotte, parce que là où j'étais en prépa, chaque classe avait une mascotte. C'était un tigre, c'était un cochon, et puis on se volait les mascottes. Il y a quand même un peu et quand même quelques activités qui introduisent un peu de la légèreté par rapport à la quantité de travail qui est demandé. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on entend sur la prépa et qui est faux. Le fait qu'il y ait une compétition vraiment qui déchire les gens. Par contre, on entend aussi dire qu'il y a beaucoup de travail en prépa. Alors ça, c'est vrai. Moi, je l'ai ressenti en prépa. Je pense que c'est les 2 années de ma vie où j'ai le plus travaillé. Alors, la chose positive que j'apporterais à cela, c'est que c'est que c'était mon constat et le constat de beaucoup de mes amis, c'est que c'était difficile au début parce que finalement, c'est une phase d'adaptation. Mais une fois qu'on est habitué à travailler beaucoup, bah, ça paraît un peu normal. Donc finalement, on ne sent plus que c'est tant opprimant parce qu'on est dans le bain tout le temps. Et puis ce qui est très agréable, c'est finalement la fin de la prépa, parce que là, vous avez le choc, mais dans l'autre sens. Donc le choc que vous avez eu à l'entrée, que vous avez dû vous mettre à niveau en travaillant beaucoup, bah, vous l'avez dans l'autre sens quand vous intégrez une école d'ingénieur. Donc là, je rejoins la question de est-ce que vous avez vraiment le temps de faire tout ça en école d'ingénieur? Bah, oui, parce que beaucoup des méthodologies de travail que vous aurez développées en prépa vont faire que vous allez être très, très efficace sur vos cours en école d'ingénieur. Et donc, vous aurez du temps libre en école d'ingénieur parce que vous allez pouvoir être très, très efficace sur tous les cours que vous avez eus. Parce que la prépa, finalement, avec cette quantité de travail qu'on vous demande, et ben, ça fait que vous développez une méthodologie de travail personnelle qui est assez performante. Alors, les autres avantages de la prépa, c'est qu'un professeur de maths, c'est une classe. Un professeur de physique, c'est une classe. Donc, les professeurs vous connaissent individuellement. On entend souvent dire qu'en prépa, les professeurs sont méchants. En fait, c'est pas vrai. Les professeurs sont pas méchants. C'est juste que, beaucoup plus qu'au lycée, les professeurs vont vous connaître très rapidement individuellement. Et donc, ils vont connaître vos forces, vos faiblesses. Ils vont s'apparenter par moment à vos parents. Et donc, ils peuvent être parfois durs avec vous, mais c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils veulent vraiment que vous réussissiez. Et généralement, ils s'investissent beaucoup pour leurs élèves. Et donc, ça peut parfois donner l'impression qu'ils sont méchants, mais vraiment, quand vous avez du recul, c'est pas le cas. Et une dernière chose que je voulais mentionner à propos des classes préparatoires, c'est notamment pour les classes préparatoires à Paris, il y a une possibilité d'internat. Par exemple, au lycée Louis-le-Grand, dans lequel j'étais, la moitié des élèves étaient internes. Donc l'internat favorisait les gens qui venaient de province, évidemment, les critères sociaux, les critères d'âge. Et l'internat en région parisienne coûtait donc logement et repas compris à peu près de l'ordre de 2 000 € par an.
C'est vraiment c'est très peu cher par rapport au logement à Paris. Alors, c'est petit, les chambres sont petites, en tout cas à Louis-le-Grand, mais c'était aussi une ambiance très, très cool parce que on se retrouvait entre amis et puis on travaillait dans les salles de classe le soir après les cours. Et voilà. Donc, je vais peut-être répondre à une première vague de questions, s'il y en a qui je n'ai pas répondu. Alors, mon concours d'entrée, j'en parlerai après. Prépa BCPST pour veto, oui, c'est la prépa qu'on appelle agro-veto. Alors, récemment, il y a des places qui s'ouvrent en école d'ingénieur, mais c'est une prépa où on fait de la bio et c'est essentiellement la prépa agro-veto. Peut-on rejoindre Polytechnique avec une prépa PTSI? Oui, une prépa PTSI, il n'y a que 10 places par contre. Il me semble qu'il y a 10 places. Je ne suis pas sûr. Quelle classe prépa avez-vous fait? Donc, moi, j'ai fait une MPSI, MP étoile au lycée Louis-le-Grand. Les LV2, LVB sont-elles obligatoires? Oui, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a une langue vivante 1 qui est obligatoire. Et la deuxième langue vivante n'est pas obligatoire. C'est une option, mais ça ne peut que vous rapporter des points pendant le concours. Moi, j'encourage vivement ceux qui veulent faire une classe préparatoire à prendre une deuxième langue vivante. Ça prend qu'1 heure par semaine et ça ne peut que vous rapporter des points dans les concours. Et dans les concours, chaque point compte. Ensuite, combien d'heures de chimie par semaine si on est en PCSI? Alors ça, faut que tu regardes sur Internet, parce que moi, je n'étais pas en PCSI et je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Combien d'heures de maths en plus si on est en MPSI? Je dirais 3 à 4. C'est pas le nombre d'heures qui change beaucoup, c'est surtout le type de cours, surtout le type de chapitre abordé. Mais je dirais qu'il y a quand même 3 heures en plus ou quelque chose comme ça, il me semble. Quel a été votre parcours scolaire? Allez, ça, c'est une bonne question, c'est vrai. Avez-vous toujours été bon élève? La transition entre lycée et prépa s'est faite comment pour vous? Et la transition entre la prépa et l'X? Alors, mon parcours scolaire, moi, j'étais au Liban, donc c'est un peu différent, mais j'ai quand même suivi un lycée français, donc j'ai essentiellement fait un bac S. J'étais très bon en sciences. J'étais peut-être un peu moins bon parfois dans les matières littéraires. J'étais assez bon élève, mais c'est surtout j'aimais beaucoup les maths et la physique. Ça, c'est un autre point sur lequel je veux insister. C'est qu'en prépa, c'est vrai que c'est dur, mais si vous aimez les maths et la physique, c'est une bonne formation parce qu'elle vous donnera accès à des écoles d'ingénieurs. Finalement, si, comme moi, vous ne saviez pas effectivement ce que vous vouliez faire, moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, la prépa, c'est un moyen de ne pas vous fermer des portes parce que si vous voulez travailler vaguement, si vous êtes fort en maths et en physique, vous voulez travailler vaguement dans un domaine scientifique, alors la prépa, ça vous ouvre beaucoup de portes. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, c'est que, alors, les concours, comment ça se passe? Donc, imaginons que vous passez les concours. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plus de places en école d'ingénieur que d'élèves en prépa. C'est-à-dire que tous les élèves ont une école en sortie de prépa ou en école d'ingénieur. Alors parfois, c'est pas l'école qu'ils veulent. Si c'est pas l'école qu'ils veulent, parce que ils estiment qu'ils n'ont pas assez bien réussi leur concours, bah, ils ont l'option de refaire leur deuxième année et de repasser les concours. C'est ce qu'on appelle faire une 5/2 ou QB. Et donc voilà, ça c'est une possibilité. Et que vous ayez fait ça ou non, vous avez toujours l'option, si vous estimez que l'école que vous avez faite, ça ne vous convient pas, d'arrêter ici et de continuer à la fac en 3e année. C'est-à-dire que vos 2 années de prépa ne sont pas perdues. Parce qu'en même temps que vous êtes en prépa, vous êtes inscrit dans ce qu'on appelle en cumulatif, dans une fac à côté, et vous validez des crédits européens dans une licence, soit en maths, soit en physique, soit en chimie, sans que vous alliez à la fac, sans que vous passiez des examens là-bas. Juste votre présence en prépa valide automatiquement, enfin, à condition bien sûr d'avoir des résultats. Alors, ils ne doivent pas être très bons parce que généralement, les résultats en prépa sont mauvais, mais juste à condition que vos profs estiment que vous travaillez, vous validez automatiquement, la quasi-totalité des gens valident automatiquement une première année de licence et une deuxième année de licence. Et donc, si vous estimez que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, vous pouvez continuer directement en 3e année de licence en maths, en physique ou en chimie. Voilà.
Donc ça, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui rassure les gens, généralement quand ils vont en prépa. Mais encore une fois, a priori, il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que d'élèves en prépa. Donc tout le monde aura une école. C'est peut-être pas l'école qui veut, mais tout le monde aura une école. Je vais continuer à répondre aux questions. Alors, donc, ouais, j'étais assez bon en sciences, hein, comme je l'ai dit, et j'aimais beaucoup les maths et la physique. La transition entre le lycée et la prépa, alors ça, c'était assez dur. Ça va dépendre beaucoup de la prépa que vous intégrez, parce qu'il y a des prépas qui ont des niveaux plus ou moins difficiles. Mais généralement, la transition est quand même dure pour beaucoup de gens, moi y compris. Hein, pour moi, je pense que c'était une des parties les plus dures de la prépa, parce que finalement, quand on est un bon élève en maths et en physique, on n'a pas trop besoin de travailler ces matières au lycée. Alors peut-être que ça a changé avec vous. Hein. J'ai vu le programme, je vois que c'est un peu plus dur que ce qu'on avait nous. Mais ça fait quand même que la transition est un peu dure au début, parce qu'il faut s'habituer à finalement travailler à peu près tout le temps. Et donc c'est un peu rude au début, mais on s'habitue à peu près vers les vacances de la Toussaint, et après ça roule. Voilà, après ça devient une seconde nature, et vous vous habituez à ça. Donc voilà. Et la transition entre la prépa et l'X, alors ça c'est très très agréable pour le coup, parce que justement vous recommencez à vivre, vous redécouvrez la vie associative dont je vous ai parlé, vous vous mettez à travailler moins, vous stressez moins. Et ce qui est marrant à l'X, c'est que justement cette transition, elle est intégrée dans le cursus, parce que vous avez une période vraiment où, à la fin de vos concours, si vous intégrez l'X, bah, vous allez quoi? Vous allez faire des pompes dans la boue pendant un mois à la Courtine, et ensuite vous faites un stage civil ou militaire. Donc vous êtes en déconnexion totale de la prépa, et donc voilà, c'est assez agréable. Quelle est la différence entre prépa classique et intégrée? Alors une prépa intégrée, c'est une prépa qui est associée à une école d'ingénieur après. Donc, généralement, c'est-à-dire que vous pouvez passer de la prépa en école d'ingénieur directement, sans passer de concours. Généralement, je ne vous cache pas que c'est des écoles qui sont moins bien notées, qui sont souvent privées, donc assez chères, que ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs, qui sont donc, par exemple, comme l'école polytechnique, qui sont donc publiques et mieux renommées. Une prépa intégrée, en théorie, quand vous êtes en prépa intégrée, vous pouvez aussi passer les concours des autres écoles. En pratique, très peu de gens réussissent à intégrer d'autres écoles quand ils sont en prépa intégrée. Pourquoi? Parce que ils ont moins la pression pour travailler beaucoup, alors que quand on est en prépa normale, moi, il y a cette ambiance de travail généralisé qui fait que vous vous emportez dedans, et puis vous travaillez. Alors, je vais peut-être finir ma présentation, parce que finalement, il ne reste pas rien, il reste presque rien. Non, les concours, c'est vrai. Les notes ont-elles beaucoup de valeur en prépa? Alors, ah ouais, il y a une faute. Merci. On garde le même club qu'on a choisi en première année pour les 3 ans. Enfin non, on peut changer. Les clubs, c'est beaucoup moins officiel que vous le pensez, je pense. Les notes ont-elles beaucoup de valeur en prépa? Non, parce que finalement, en fait, en prépa, vos notes, ça change. Vous avez des DS toutes les semaines, mais c'est pas les notes qui comptent, parce qu'en fait, dans tous les DS, donc dans tous vos DS, vous êtes classé. Donc le prof, il va écrire sur votre copie une note, mais il va écrire aussi quel est votre classement dans la classe. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre de se dire pourquoi on fait ça, ça va créer une mauvaise ambiance dans la classe. En fait, d'expérience, ça ne crée pas une mauvaise ambiance dans la classe, mais ça vous permet de vous situer par rapport au reste de la classe. Parce que justement, l'examen peut être parfois très dur ou moins dur que d'habitude, et donner une note, ça ne tiendrait pas en compte de cela. Mais donner un classement, ça vous indique comment vous évoluez par rapport à vos camarades dans la classe. Et ça, c'est intéressant, parce que ce que vous allez passer à la fin, c'est un concours, ce n'est pas un examen. Donc, ce que vous allez avoir à la fin, c'est un classement. Donc, vous êtes classé, et finalement, vos notes importent très peu. Donc, peut-on rejoindre Polytechnique avec la nouvelle prépa MPI? Certainement, ça va être le cas.
Donc ça, c'est une nouvelle filière de prépa, mais j'ai pas trop d'informations là-dessus, donc je préfère pas répondre, mais certainement ça va être le cas. Comment cela se passe-t-il pour les boursiers? Quand vous êtes boursier au lycée, vous pouvez continuer à être boursier en prépa, c'est généralement le cas. Par contre, vous changez de type de bourse. Vous êtes plus sur des bourses, vous passez aux bourses du Crous. En fait. C'est les bourses pour l'enseignement supérieur. À l'X, pour les Français, vous ne pourrez plus être boursier, mais vous serez soldé. Donc, vous aurez une solde tous les mois d'à peu près 800 € parce que vous êtes des officiers dans l'armée et donc vous avez une solde de 800 € par mois. Mais pendant votre passage en prépa, quand vous pouvez postuler à une bourse du Crous et continuer à recevoir une bourse. Et justement, les choses comme l'internat, par exemple, pour les boursiers, sont moins chères. Quels sont les prérequis pour entrer en prépa? Alors, ça va dépendre beaucoup des prépas. Les mentions, ils vont pas trop regarder parce que la sélection se fait avant le bac. Ce qu'ils vont regarder essentiellement, c'est vos notes, vos dossiers. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez aller en prépa, c'est de contacter vos profs de lycée, leur faire part de votre projet pour déjà qu'ils vous mettent des bonnes appréciations et finalement qui vous qui vous conseille, disons, sur peut-être les prépas à choisir ou et puis aussi vous pouvez en parler à vos conseillers d'orientation, etc. Mais donc ouais, c'est essentiellement sur les notes et le dossier. Si on veut être ingénieur en informatique, il est préférable de faire MPSI ou PCSI. Alors, encore une fois, en école d'ingénieur, votre filière d'entrée a très peu d'influence sur ce que vous faites après. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait PCSI, PC, puis qui ont fait de l'info après en école d'ingénieur. C'est possible. C'est vrai qu'en général, les gens qui préfèrent l'info font plutôt MPSI, MP parce qu'il y a plus d'infos. Mais bon, encore une fois, c'est pas déterminant. Moi, je vous conseille vraiment de choisir la première année selon vos goûts. Donc, si vous préférez plus les maths abstraites ou plus la chimie. Puis, c'est généralement pas déterminant pour les écoles d'ingé, sauf pour les gens qui veulent faire de la chimie après en école, qui veulent faire des écoles de chimie comme Chimie ParisTech. Là, il faut peut-être mieux prendre PCSI, PC, parce que les écoles de chimie recrutent surtout sur les PC. Ils recrutent quelques MP, mais ils recrutent surtout des PC. Peut-on rejoindre une école d'ingénieur sans passer par la prépa appel bac? Donc, alors, soit vous rentrez à la fac et vous passez le concours universitaire, donc c'est assez similaire à ce que j'ai raconté, mais par la fac, mais il y a beaucoup moins de place. Et si vous voulez une école d'ingénieur directement après le bac, c'est les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est comme les prépas intégrés, ça existe. Généralement, encore une fois, c'est moins bien classé que les grandes écoles d'ingénieurs. Et parfois, c'est privé. Alors que les grandes écoles d'ingénieurs, c'est très souvent, la quasi-totalité sont publiques. Niveau matériel, vous utilisez un ordinateur portable en prépa et en école d'ingé. En école d'ingé, oui. En prépa, très peu, parce que pour prendre des notes de maths, c'est quand même assez dur d'utiliser un ordi. Peut-on être un élève moyen au lycée et devenir un élève bon en prépa? Alors, je dirais que ça dépend pourquoi tu es un élève moyen au lycée. Si tu es un élève moyen au lycée parce que tu t'es pas mis au travail et que tu penses pouvoir te mettre au travail en prépa, peut-être. Si tu es un élève moyen parce que vraiment les maths et la physique, tu n'aimes pas ça, et tu es en maths physique parce que tu penses que c'est la meilleure chose, là, je te conseille pas de faire une prépa parce qu'il y en aura beaucoup et tu vas souffrir avec ça. Mais si tu es un élève moyen parce que tu travailles pas, peut-être que tu pourras te mettre au travail en prépa. Par contre, il va falloir se mettre au travail parce que la prépa, c'est essentiellement vraiment beaucoup de travail. Est-ce que vous avez redoublé de votre dernière année de prépa pour intégrer Polytechnique? Non, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait que 2 ans de prépa. Je n'ai pas fait une 3e année. Et pour les gens qui ont fait une 3e année, généralement, on ne dit pas redoubler, on dit faire 5,5 parce que pour eux, ça les énerve quand on dit redoubler. Il y a quand même à peu près, je dirais, entre 20 et 30% des candidats qui le font. Hein, donc ça se fait beaucoup. Hein, c'est pas une honte. Mais non, moi, je l'ai pas fait. Vous êtes rémunéré à l'X, les étrangers, non, mais les Français, oui, sont rémunérés à l'X. Quel est le niveau attendu par un élève pour intégrer LLG? Ça dépend des années, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Moi, je vous conseille de postuler et puis voilà, vous pouvez en parler plus personnellement si tu veux, Aurélien. Je vais mettre mon mail à la fin. Alors, quelqu'un peut peut-être mettre mon mail dans le chat.
Quels sont les avantages de rejoindre une bonne école d'ingénieur telle que l'IX? Donc, j'en ai beaucoup parlé, hein, comme je vous ai dit, que ce soit la vie associative, les possibilités de carrière après et le réseau de l'école. Ça fait que la renommée de l'IX fait qu'il y a beaucoup d'X qui sont haut placés dans les entreprises et ça va faire qu'ils vont souvent embaucher des X. Les X sont connus pour… c'est un peu un effet en boucle. Comme l'X, généralement, les gens qui recrutent, c'est les meilleurs du concours. Ça fait que les entreprises, quand elles voient des X, ils disent « Ah, ceux-là, c'était les meilleurs du concours, donc c'est les meilleurs. » Et du coup, quand les gens ils ont leur note du concours, s'ils ont de très bonnes notes, ils vont à l'X. Voilà, donc ça fait un effet en boucle. Les charges de travail vous obligent à se coucher très tard. Alors ça, j'en ai pas parlé. Effectivement, ça dépend des gens. En fait, en prépa, assez vite, vous allez vous trouver un rythme de sommeil qui est propre à vous. Moi, je me couchais à peu près vers 23 heures parce que j'étais interne et je pouvais me lever une demi-heure avant les cours. Il y a des gens qui se couchaient beaucoup plus tôt parce qu'ils avaient besoin de plus de sommeil. Il y a des gens qui se couchaient beaucoup plus tard pour travailler. En prépa, vous allez trouver votre propre rythme de travail et puis c'est comme ça. Ça va prendre un mois à peu près à le trouver. Et puis une fois que vous l'avez trouvé, voilà, j'ai fait le lycée Le Grand pour laquelle prépa vous fait. Les charges, ouais. Alors, c'est plus facile d'entrer en psy si on a fait une MPSI en première année, en PCSI. Bon, c'est plutôt pareil. Oui, si vous voulez parler, alors je vois que quelqu'un essaye de parler. Ouais, vas-y, Soël. Non, essayez peut-être pas de parler. Normalement, je t'ai autorisé. C'est plus facile d'être en psy si on a fait une MPSI en première année en PCSI. Je dirais que c'est plutôt pareil. Pas vraiment beaucoup de détails là-dessus, mais je dirais que c'est plutôt pareil. Les langues mortes sont-elles valorisées? Comme le latin, oui, pour entrer en prépa, c'est toujours valorisé. En prépa, vous n'allez pas pouvoir en faire, par contre, malheureusement. Pas de langue morte dans les concours. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions sur la prépa et les concours. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer la présentation. Je vais parler des concours. Donc, justement, les concours. J'ai mis cette photo parce que je trouve que c'est une bonne métaphore des concours. À première vue, comme ça fait peur. C'est une vraie photo au parc de Vincennes, je pense, où se sont déroulés les concours l'année dernière. Donc, vous voyez le nombre de candidats qui passent ces concours. Mais en fait, voilà, les concours, comme ça, à première vue, ça fait peur. Mais en fait, quand on en parle, ça fait moins peur. Donc, alors, comment ça se passe, les concours? Donc, en avril de votre deuxième année, vous allez commencer ce qu'on appelle les écrits des concours. Parce que les concours se divisent en deux parties, une partie écrite et une partie orale. Donc, les écrits des concours sont divisés en plusieurs banques d'épreuves. Donc, chaque banque d'épreuves prend une semaine à peu près et regroupe plusieurs écoles. Par exemple, là, vous avez la banque Polytechnique École Normale Supérieure. Donc ça, c'est pas l'année dernière, parce que l'année dernière était spéciale, c'est peut-être l'année d'avant. Voilà, donc il est passé sur cette semaine-là. Là, vous avez la banque Centrale Supélec qui regroupe toutes les écoles centrales. La banque Mines-Pont qui regroupe donc l'école des mines de Paris, les autres mines qui sont un peu partout en France, l'école nationale des ponts et chaussées, télécom, etc. Donc beaucoup d'écoles. Et puis CCINP, donc concours commun des instituts nationaux polytechniques, qui est donc, il me semble, le plus gros concours, c'est-à-dire celui avec le plus grand nombre d'écoles d'ingénieurs. Et puis E3A, qui est encore un autre concours. Moi, mon année, j'avais passé Polytechnique, Centrale Supélec, Mines-Pont et CCP. Donc, ça fait 4 semaines. Je pense que la moyenne, c'est 3. La plupart des gens passent entre 2 et 4 banques d'épreuves. Donc voilà, ça occupe des semaines. Généralement, vous avez eu 8 heures d'épreuves par jour. Donc dit comme ça peut paraître très très lourd. Encore une fois, le but de la classe prépa, c'est de vous préparer à ça. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous serez préparé justement à passer ces concours en faisant des DS de 4 heures tous les samedis et en suivant des cours qui sont donc assez durs et normalement qui sont assez orientés préparation des concours et préparation des écrits plus particulièrement. Donc qu'est-ce qu'on a comme épreuve? Alors je vais prendre l'exemple de la semaine XENS, donc Polytechnique École Normale Supérieure. En MP, il y avait, il me semble, 4 épreuves de mathématiques, dont 3 de 4 heures et 1 de 6 heures, une épreuve de physique, une épreuve de sciences de l'ingénieur, une épreuve d'anglais, une épreuve de philosophie
et une épreuve d'info. Voilà, c'est essentiellement ça. Donc, et puis, c'est un peu pareil pour les autres écoles. Donc, je sais que je vais recevoir des questions sur le stress pendant les concours. Alors, pour être honnête avec vous, le stress se passe souvent avant les concours. Dans les 2 dernières semaines avant les concours, vous êtes quand même pas mal stressé parce que vous allez commencer vos concours. Mais une fois que vous commencez, de toute façon, vous avez tellement d'épreuves par jour que vous n'avez pas vraiment le temps de stresser. Vous enchaînez les épreuves. Et puis, la multitude des concours fait que si vous vous êtes planté en une semaine d'épreuves, bah, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres concours. Donc, il y aura d'autres écoles qui voudront vous prendre. Votre vie ne se joue pas en une semaine, c'est vraiment très étalé sur un mois et ça fait que finalement c'est moins stressant. Une fois les concours terminés, enfin les écrits terminés, pardon, vous rentrez dans vos prépas pour la partie préparation aux oraux. Pendant ce temps-là, les écrits sont corrigés et puis chaque banque d'épreuves va prendre un certain nombre de candidats qui ont eu les meilleurs résultats d'écrits et vont leur dire bah, vous êtes maintenant admissible. Alors, vous n'êtes pas encore admis en école d'ingénieur, mais vous êtes admissible. Donc maintenant, vous pouvez venir passer les oraux. Et donc, vous allez aller dans les écoles, passer les oraux. Donc généralement, pour chaque école dans laquelle vous êtes admissible, enfin pour chaque banque d'épreuves dans laquelle vous êtes admissible, il y aura 1 semaine d'oraux, sauf Polytechnique, les ENS qui se séparent en 2 semaines d'oral. Donc voilà. Donc vous allez aller passer les oraux. Donc les oraux, c'est quoi? C'est 1 semaine où vous allez faire justement des exos de maths et de physique. Vous allez avoir des épreuves orales de maths, de physique, de français, d'anglais au tableau avec un prof, un examinateur qui vous examine, qui est généralement un prof de l'école. Alors là, ce que vous voyez, c'est pas une épreuve orale, c'est ce qu'on appelle une colle. C'est une interrogation orale que vous suivez tout au long de votre formation en prépa. Je vous en avais dit, il y en avait 2 par semaine. Et en fait, c'est pour vous préparer aux oraux. Parce que pendant toute votre scolarité en prépa, pendant vos 2 années de classe préparatoire, vous aurez fait toutes les semaines 2 heures de colle. Et pendant ces 2 heures de colle, on vous aura préparé justement à cette épreuve d'oral qui va venir après vos écrits. Donc voilà. Donc les écrits se déroulent généralement entre juin et juillet. Les oraux, pardon. Et ensuite, bah, il y a les admissions et vous savez dans quelle école vous venez. Donc, je vais finir ma présentation et on va pouvoir passer au reste des questions. Alors, qui sommes-nous? Alors, moi, je fais partie du pôle diversité et réussite, je suis un étudiant, mais je travaille beaucoup avec le pôle diversité et réussite de l'école polytechnique. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vais mettre mon mail là dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions par rapport à ces activités-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de choses. Ils accompagnent donc des étudiants. Ils font des camps scientifiques. Comme des camps de mathématiques. J'ai participé d'ailleurs, qui sont souvent animés par les polytechniciens, où on prend des lycéens qui aiment faire des maths et puis on fait des maths avec eux pendant 1 semaine. C'est très cool. Ils organisent des rencontres inspirantes. Vous avez dû en voir quelques-unes. Et puis, il y a aussi des bourses qui sont données par l'école polytechnique, enfin par l'école polytechnique et d'autres associations comme X-Church-Bess, Anne-Frédéric Potter, etc. Donc, vous pouvez contacter le PDR pour plus d'informations sur ces bourses, des bourses à critères sociaux. Voilà pour la présentation. Et donc, maintenant, on va passer en mode réponse aux questions. Pardon Jade, mais je te coupe Ouais. avant de passer Ouais. aux réponses aux questions. C'est juste pour vous dire pour dire aux spectateurs que maintenant vous en savez beaucoup sur l'école et même plus après que Jade ait répondu aux questions. Et on aimerait aussi en savoir plus sur vous. Donc je vous remets un questionnaire que Lorraine a mis dans le chat et on aimerait bien que vous y répondiez avant de quitter la salle. Merci. Jade, je te laisse reprendre la main. Yes. Alors, avez-vous toujours réussi durant vos années scolaires? On a peut-être répondu à cette question. Enfin, ça dépend quoi, hein. Comme je l'ai dit avant, moi, j'étais plutôt fort en maths et en physique, peut-être moins dans d'autres domaines, mais concrètement, ce que je conseille pour les gens qui veulent aller en prépa, c'est d'avoir au moins beaucoup d'amour pour ces 2 matières, parce que vous allez en faire beaucoup. Ah oui, ça c'est les questions d'avant en fait. Vous étiez, y a-t-il... Alors, la seule façon de rentrer à la Polytechnique, non, ça on a répondu. Ah oui, je suis en haut du chat. Est-ce que vous étiez dans une classe étoilée? Oui, j'étais en MP étoile en 2e année.
Y a-t-il des stages à l'étranger en école d'ingénieur? Oui, beaucoup de stages sont à l'étranger. Vous avez une obligation quand vous êtes à Polytechnique de faire 12 semaines à l'étranger, que ce soit en stage ou en semestre d'échange. Dans les autres écoles d'ingénieurs, c'est à peu près pareil. Le minimum requis est en 6 semaines, je pense. En quoi consiste la matière sciences de l'ingénieur? C'est une question intéressante si vous n'en avez jamais fait. Moi, j'en avais jamais fait avant. Hein. J'ai fait un bac SSVT, donc il n'y en avait pas. Donc, en quoi ça consiste? C'est essentiellement de la mécanique et de l'asservissement. L'asservissement, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de commander des machines, disons. Et la mécanique, c'est étudier des systèmes mécaniques pour voir comment ils peuvent se comporter. Par exemple, disons, étudier un stabilisateur de caméra ou étudier une grue ou étudier quelque chose comme ça pour voir les différentes manières dont ça peut bouger, les différents efforts qui s'appliquent dessus. Ça, c'est la SI. Alors, les autres questions. Les concours sont-ils payants? Si vous êtes boursier, non. Si vous n'êtes pas boursier, oui. Voilà. Ça dépend du coup du nombre de concours que vous passez. C'est quoi? C'est 100 à 200 euros par banque d'épreuves, quelque chose comme ça. Mais si vous êtes boursier, c'est gratuit. Y a-t-il un pourcentage important de femmes en prépa et en école d'ingénieur? Alors malheureusement, non. En fait, le problème, c'est en prépa, parce que le pourcentage en école d'ingénieur, il est presque pareil, si ce n'est plus élevé qu'en prépa. C'est-à-dire que les filles réussissent très bien en prépa, mais il n'y en a pas beaucoup qui y vont, surtout en prépa MPSI. Donc, moi, j'encourage les filles à venir en prépa MPSI parce que j'ai quand même des amis qui étaient en prépa MPSI, qui ont très bien réussi, qui sont à l'IX. Vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a quand même pas mal de filles à l'IX. C'était 22%, je pense, l'année dernière, ce qui reste peu, hein, évidemment, mais par rapport à l'école d'ingénieur, c'est presque la moyenne. Donc voilà. Donc le problème, c'est que je pense que les filles, il y a beaucoup moins de filles en prépa, et du coup, ça se répercute sur les écoles d'ingénieurs, comme elles recrutent essentiellement sur les prépas. N'hésitez pas à venir en prépa pour corriger ça. Y a-t-il des épreuves de rattrapage si on a de mauvaises notes au concours écrit et aux oraux? Non, il n'y a pas de rattrapage. C'est un concours, vous avez les notes que vous avez, mais encore une fois, il y a tellement d'épreuves que vous n'allez pas vous rater sur un seul. Enfin, comme je vous ai dit, il y a 4 épreuves de maths. Donc, au pire, vous ratez sur une seule, et si ça se trouve, c'est pas très grave. Est-ce que vous êtes obligé de cuber? Vous n'êtes jamais obligé de cuber. Vous aurez toujours une place dans une école d'ingénieur. Il y a 4 banques d'épreuves, enfin 5 au total, mais si vous estimez que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, oui, vous pourrez cuber. Cuber, c'est refaire la deuxième année, je rappelle. Possible de rentrer en prépa ingénieur avec spécialité maths, SVT en terminale? Oui, totalement possible. C'est ce que j'avais fait. Non, attends, non. Non, du coup, attends, parce que vous avez changé. Moi, j'étais en bac S, SVT. Mais pour vous, là, c'est différent, non, si j'ai bien compris. Vous, faut postuler pour des prépas. Faut voir si les prépas vous acceptent. Mais essentiellement, les prépas, ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles seraient plus pour prendre des gens qui sont en maths physique. Mais donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix, si vous voulez faire une prépa, et donc si vous voulez aller en école d'ingénieur en ayant fait une prépa, il faut prendre maths et physique, et non pas SVT en terminale. Comment s'est passé pour vous votre expérience du concours? Avant le concours, j'ai quand même pas mal stressé avant les épreuves écrites. Une fois que ça a commencé, c'est allé tout seul. Il y a eu des épreuves que j'ai moins bien réussies, il y a eu des épreuves que j'ai ratées, il y a eu des épreuves que j'ai bien réussies. Enfin voilà. Mais enfin, il y en a tellement des épreuves que vous enchaînez en fait, et quand vous êtes dedans, ça paraît beaucoup moins impressionnant que vu de l'extérieur. Et ça fait que pendant le mois du concours, finalement, vous n'êtes pas très très stressé. Vous êtes plutôt stressé avant, dans les semaines de préparation. Et puis pendant les oraux, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins intense, disons, parce que vous avez essentiellement 1 à 2 heures d'interrogation orale par jour pendant une semaine. Donc le reste de la journée, vous êtes sur le lieu de l'école. C'est l'occasion de discuter avec les élèves qui sont en école pour voir si cette école va vous plaire ou pas. Mais du coup, c'est beaucoup moins stressant. Je dirais qu'on stresse surtout avant les concours que pendant. Mais oui, c'est stressant. Voilà. Y a-t-il un système d'options en prépa et pour les concours? Non, il n'y a pas d'option. Enfin, il y a la LV2, c'est une option.
Et en MPSI, vous choisissez entre option SI et option info. Mais je pense, enfin, et du coup, vous passerez cette matière-là pendant vos concours. Mais ça influe pas énormément, en fait, parce que c'est des coefficients très bas qui varient. Si nous sommes mathématiques, est-ce qu'il y a un programme spécial? Oui. Il y a des étapes. Enfin, l'école polytechnique a des programmes pour s'adapter à tout. Il y aura aucun souci a priori si vous êtes asthmatique. Il y a beaucoup d'asthmatiques et de diabétiques à l'école polytechnique. C'est pas un problème. Quelles sont les matières évaluées en colle? Très bonne question. Les maths, la physique. Moi-même, je suis un colleur en physique. Donc, je fais pas des interrogations orales en physique parce qu'en fait, souvent, les gens qui font passer les oraux, surtout dans les prépas parisiennes, sont des élèves qui ont réussi leur concours. Donc, les maths, la physique. Alors, quand vous êtes en MPSI, vous avez une colle de maths par semaine et une colle d'autres choses par semaine. Alors, une semaine sur deux, c'est de la physique et une semaine sur deux, c'est du français ou de l'anglais, enfin de l'anglais. Et vous avez 3 colles de français par an. Voilà. Donc, essentiellement, maths, physique, anglais et un peu de colle de français pour vous préparer, parce que vous passerez des oraux dans ces matières-là. Quand je dis physique, c'est physique-chimie, évidemment. Quel est environ le quota d'admission à l'X? Je pense qu'il y a quelque chose comme 400 élèves qui sont pris. Ouais, quelque chose comme ça. 40 étrangers en prépa et 400 et quelques élèves français. Qui sont vous pouvez voir les nombres, ils sont en ligne, mais c'est quelque chose comme 100 je sais plus, 108 de MP option SI, non, 108 de MP option info, 80 de MP option SI, 130, je dirais, de PC, enfin voilà, quelque chose comme ça, une cinquantaine de psy. Tous ces nombres sont en ligne, hein, mais donc on tourne aux alentours de 400 élèves français et 40 étrangers. Quelle était votre moyenne au lycée? Moi, j'étais au Liban, donc je pense que c'est pas très très pertinent. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les moyennes, elles varient beaucoup selon les lycées. Donc, ça va pas forcément être le critère de sélection pour les prépas. Les prépas regardent beaucoup le classement au sein du lycée. Ça, c'est vrai surtout pour les prépas assez sélectifs comme le Legrand, par exemple. Ils regardent le classement au sein de la classe. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes deuxième ou troisième, vous ne serez pas pris. Hein. C'est pas ce que je dis. Il faut postuler quand même. Mais voilà, moi, mon conseil serait que vous postuliez enfin, si vous avez envie de faire une prépa parisienne, parce que ça implique quand même parfois un dépaysement, mais moi, j'encourage beaucoup à le faire pour ceux qui peuvent, si vous êtes admis. Ce que je vous conseille, c'est de postuler pour ces prépas et de postuler aussi pour des prépas un peu moins renommées. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais postulé pour un large panel de prépas et puis j'avais pris la meilleure qui m'était proposée. Quel pourcentage d'admission qui arrive d'autre part qu'une prépa? Il y a une trentaine d'élèves qui arrivent de la fac. Y a-t-il des quotas de boursiers en classe préparatoire et à l'X? À l'X, non, il n'y a pas de quota de boursiers ni de filles. En classe préparatoire, je sais que certaines classes préparatoires recrutent un peu plus parmi les boursiers. Est-ce que j'étais major à LLG? Non, je n'étais pas major à LLG. Ah, tu vas peut-être dire majeur. Parce que major en prépa, ça veut dire premier de sa classe. Non, effectivement, quand je suis entré à Louis-Grand, je n'étais pas majeur. J'avais 17 ans. C'est quelque chose qui arrive souvent. Il y avait beaucoup de mes camarades qui n'étaient pas majeurs. Major, ça veut dire premier de classe dans le jargon des classes préparatoires et dans beaucoup de jargon. Non, je n'étais pas major à Louis-Grand. Voilà. J'ai des quotas de boursiers, non a priori. On va devoir arrêter, Jade. Ok. Mais, pour tous ceux qui ont encore des questions, en plus, Jade, il a proposé son mail, Mon c'est mail. super. Ouais. Et sachez quand même que toutes les semaines, on a des intervenants de différentes écoles d'ingénieurs qui vont venir présenter. Donc, il y aura encore beaucoup de questions sur lesquelles on pourra répondre au fur et à mesure. D'accord? Bon, pour les gens qui étaient là, je remercie votre présence. J'espère que vous avez envie de venir en école d'ingé
et que je ne vous ai pas trop fait peur de la prépa. Et j'espère que c'est plus clair maintenant.